À présent, table ronde symbolique qui reprend le titre de cette convention, l'ambulancier d'après. Je vais inviter auprès de moi Thomas Fatome, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, et Katia Julienne, la directrice de la DGOS, ainsi que nos chers présidents. Vous voulez monter tout de suite ou Oui, ok, très bien. Merci, bienvenue. L'esprit de cette table ronde est de nous permettre d'entendre et de comprendre la représentation que vous avez du futur de la mobilité en santé, de l'avenir de la profession, pour que, dans un dialogue où on comprend bien quelle est la position de chacun des parties prenantes, on puisse migrer vers un consensus. Pour nous chauffer, déjà des questions que nous avons posées à des présidents de région. Qu'est-ce que nous avons, de votre point de vue, appris? Qu'est-ce que nous apprenons encore au cœur de cette crise? Qu'est-ce que, dans cette période critique, qu'est-ce qu'elle nous révèle? Qui veut commencer? Je peux commencer. D'abord, bonjour à tous. Je voudrais dire que je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. C'est la première fois que nous avons l'occasion de nous retrouver après cette crise, justement. Et je pense que la question que vous nous posez, elle est importante pour nous tous. Alors, les réponses sont un peu mélangées, si je puis dire. Il y a, et ça a été dit tout à l'heure, tout d'abord un impact très fort sur vous, comme sur l'ensemble du système de santé, avec des impacts notamment économiques, ça a été évoqué tout à l'heure. Vous avez subi l'impact de la déprogrammation massive qui est intervenue le 12 mars dernier, ce qui a été un choc pour vous comme pour l'ensemble des acteurs. Vous avez aussi, et c'est un point positif, su vous adapter et jouer tout le rôle qui devait et qui a été le vôtre pendant la crise, et ça je tiens à le souligner devant vous. C'est très important, nous avons eu besoin de vous et nous avons toujours besoin de vous, et peut-être plus encore dans les semaines qui viennent. Donc ça je tenais à le souligner. Vous avez réussi, et c'est un facteur intéressant, à innover en matière d'organisation. Et de ce point de vue-là, ça a été aussi évoqué tout à l'heure, ces innovations sont pour nous porteuses d'avenir. Nous devons y travailler ensemble, à la fois pour préparer un éventuel rebond qui pourrait nous impacter dans les semaines qui viennent, premier sujet, mais nous devons aussi nous appuyer sur ces innovations pour travailler nos organisations. Je cite un exemple aussi évoqué tout à l'heure, la télésanté, la téléexpertise. Nous l'avons vu, elle a fait un bond chez vous, comme chez les généralistes, comme chez les kinés, comme chez les infirmiers. Ça nous appelle à travailler sur une évolution de nos organisations en période épidémique, mais aussi en temps normal. Et nous avons cherché, nous, au ministère, pendant toute la période de la crise, et ce, en contact constant avec vous, je tiens à le dire, et c'est très important, puisque nous ne pouvons pas travailler seuls, nous avons besoin de travailler ensemble à toutes ces évolutions, pour que demain, nous soyons prêts, et que nous puissions, nous, être sans arrêt dans une mécanique de chercher à lever les freins en permanence. Alors, on ne va jamais assez loin ni assez vite, mais en tout cas, sachez que notre posture au ministère pendant toute la période a bien été de regarder avec vous quels étaient les obstacles auxquels vous étiez confrontés pour les lever ensemble. C'est très important de le dire devant vous. Ça, c'était les premières réflexions que je voulais faire. Ensuite, bien sûr, il y a des préfigurations pour des réformes que nous travaillons ensemble. Je pense à la réforme du transport sanitaire urgent que nous travaillons ensemble en ce moment. Nous devons nous adapter à des adaptations aux spécificités locales beaucoup plus qu'avant. Je ne crois pas qu'un cadre national soit susceptible de répondre à des organisations qui doivent s'adapter au plan territorial. Ça fait partie des travaux que nous conduisons en ce moment avec vous et avec la CNAM, et des enseignements que nous devons tirer, que nous devons poursuivre ensemble. Voilà, si je devais dire en introduction quelques mots sur les enseignements que nous tirons du Covid. Merci. Thomas Fatome. Bonjour à toutes et à tous, merci, comme Katia Julienne, merci de cette invitation, merci aux deux présidents, et comme Katia, une première pour moi en tant que directeur général de la CNAM. Je pense que cette crise, elle nous a appris beaucoup de choses, elle continue à nous apprendre beaucoup de choses, et beaucoup d'humilité et de modestie, compte tenu de sa brutalité et de ses impacts que vous avez subis, évidemment, en première ligne. Je crois
et je le dis avec encore plus de modestie, n'ayant pas été en responsabilité à l'assurance maladie sur cette période, qu'en tout cas, là aussi, le dialogue, et j'ai été frappé par beaucoup de professionnels qui me l'ont dit, les transporteurs et d'autres acteurs, d'un dialogue de terrain et national entre l'assurance maladie et les acteurs qui a été, même si c'était compliqué dans le confinement, je crois, de qualité et à l'écoute. Je crois que ça nous a appris évidemment tous à essayer d'être réactifs, et Katia le disait tout à l'heure, à innover et à essayer de mettre en place des dispositifs exceptionnels le plus rapidement possible. On en reparlera certainement. Je crois que ce que l'assurance maladie a fait en matière d'accompagnement de la prise en charge des coûts fixes du dispositif dit de compensation d'activité, c'est déployé quand même rapidement. On y reviendra, hein. Je vous ai écouté en arrivant, évidemment le choc sur l'activité a été très violent, mais je crois que ce que l'assurance maladie a mis en place, près de 3000 entreprises qui ont été accompagnées financièrement le plus rapidement possible pour couvrir les charges fixes de la période, a été un exemple de réaction rapide, je pense en tous les cas assez efficace, même si ça n'efface pas évidemment toute la diminution d'activité qui a été constatée. Mais voilà, moi je dirais le sentiment que les transporteurs étaient évidemment un acteur central de la chaîne, qu'on avait besoin de trouver des réponses innovantes, qu'on a essayé de les trouver. Et puis, partageons que malheureusement, on n'est pas évidemment au bout et qu'on va rester dans une période compliquée et que sans doute qu'il faudra continuer à essayer de trouver des réponses adaptées dans les semaines et les mois qui viennent. Donc il y a des réponses adaptées à la circonstance de crise et en même temps on doit penser au long cours. Vous l'évoquiez déjà, la question de la téléexpertise, donc dans le fond de l'accroissement de la valeur ajoutée du service rendu de l'ambulancier dans le système de santé est une piste absolument nécessaire pour redéfinir ce qu'on attend aujourd'hui de la profession. Donc ça c'est une première piste qui nous pousse à l'ambulancier d'après. Quelles sont les autres pistes qui nous projettent vers le futur dans votre représentation du futur de l'ambulancier ? Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet organisation. Il faut embarquer des évolutions d'organisation sur le terrain. Il y a la question des outils, de l'innovation. Et puis, il y a un deuxième sujet très important que je n'ai pas encore invoqué, c'est la question de la profession et de la reconnaissance de la profession. Nous avons un sujet d'attractivité de la profession. Nous devons y travailler ensemble. Cela fait partie d'ailleurs de l'un des 4 grands piliers du Ségur, au sein duquel les transporteurs sont bien évidemment embarqués. Et de ce point de vue-là, nous démarrons les travaux dès la semaine prochaine sur les questions de réingénierie de la formation. Cela doit nous amener à travailler ensemble sur les compétences, les formations, les parcours professionnels des ambulanciers. Et ça, c'est quelque chose que je suis ravie de démarrer la semaine prochaine parce que nous en avions parlé en début d'année et nous avons dû y renoncer pour les quelques mois que nous avons vécus. Mais nous devons absolument y travailler ensemble et ça, c'est pour demain, vraiment, et pour les semaines qui viennent. Je crois que c'est un sujet très important. Ça ne concerne pas que les ambulanciers, mais ça les concerne aussi beaucoup. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité le redémarrer tout de suite. La formation, évidemment, est absolument centrale, mais elle est quand même successive à la définition de ce que l'on veut être capable de produire demain. Donc on parlerait de référentiel de compétences. C'est quoi la lettre de mission évolutive de l'ambulancier, de la mobilité en santé enrichie, de votre point de vue, qui nous permettra de dire voilà de quoi on va avoir besoin. Alors, c'est une question en poupée russe que vous nous posez là, parce oui. qu'en fait, elle revient à la question que vous posiez tout à l'heure, et d'ailleurs que les transporteurs nous ont tout simplement posé, enfin les représentants que vous êtes et qui sont autour de nous, en tout début d'année, en nous disant, mais très simplement, quelle est votre feuille de route et que voulez-vous faire des transporteurs dans l'ensemble du système santé ? C'est une très bonne question. Et c'est la raison pour laquelle nous devons travailler sur l'organisation, la place du transporteur sanitaire par rapport à d'autres partenaires.
Ça n'est pas toujours très simple et ça n'est pas toujours sans friction, mais c'est ça d'abord que nous devons définir. C'est la raison pour laquelle les travaux que nous avons engagés sur l'organisation des transports sanitaires urgents, pour moi, constituent une première étape fondamentale, et c'est aussi l'objet des discussions que vous avez avec Thomas Fatome en ce moment, et ça c'est très important. Et de cette place-là dans l'organisation du système de santé découlent les compétences que nous attendons et les formations que nous y mettons. Donc c'est un tout, et c'est la raison pour laquelle c'était pour nous très important de tenir les deux bouts de la chaîne en même temps et d'engager ces travaux en même temps. J'ajoute un sujet de méthode, et Thomas Fatome l'a dit tout à l'heure, nous ne travaillons pas en chambre, et ça c'est très important, ça veut dire que nous travaillons en discutant avec vous, c'est de la co-construction, et ça c'est fondamental, c'est vous qui savez ce dont vous avez besoin sur le terrain, pour le dire très simplement, ce n'est pas nous dans nos bureaux à Paris, et ensuite nous travaillons aussi avec les ARS au plan local, parce que je suis aussi très consciente que toutes les régions, tous les départements, tous les territoires ne se ressemblent pas et nous devons, dans les organisations que nous embarquons, en tenir compte. Donc ça aussi, ça fait partie des sujets qui sont des sujets de complexification, mais qui sont fondamentaux. Donc pour vous répondre très simplement, nous n'avons pas d'idées préconçues au jour d'aujourd'hui et je ne réponds pas à toutes les questions aujourd'hui. Par contre, ce qui est très important, c'est que les travaux sont très engagés sur l'ensemble de ces sujets ensemble. On a eu le plaisir de recevoir un de vos amis, Julien Borowczyk, qui nous a parlé de sa vision sur la téléexpertise. Il y a un certain nombre de situations, par exemple la capacité de l'ambulancier à connecter le médecin du SAMU en apportant et le matériel et la compétence qui va pour pouvoir faire de la téléconsultation, du télédiagnostic. Ça va poser la question de la mesure. On vous a décrit à mes yeux comme quelqu'un qui était extrêmement pragmatique, qui savait manier une calculette, et je crois que c'est absolument essentiel. Pourquoi ? Pas que la calculette, je vous rassure. Pourquoi ? Une intuition sans données, c'est une opinion de plus. C'est tout. On a besoin de mettre des données objectives. Et on l'a fait apparaître dans nos tables rondes. Nous n'avons pas les moyens de la division. Et vous avez surtout la nécessité, on l'a vu sur la table ronde précédente, d'avoir des données objectives partagées pour avoir un diagnostic partagé. Si nous allons vers cette idée que l'ambulancier est un acteur du système de santé déporté, un poste avancé, alors se pose la question de comment on va traiter les impatients. On a les patients, mais je crois qu'il y a les impatients. Ceux qui veulent rentrer dans le système de santé, qui vont aux urgences et qu'on va renvoyer chez eux, ou ceux qui n'auraient jamais dû aller à l'hôpital. Ça, c'est des économies terribles. Et donc là, ma question, c'est comment on peut faire pour, ensemble, chiffrer ces non-dépenses qui vont devoir être des gains de productivité redistribués derrière. On l'a vu avec François Braun également, le sujet de la carence, c'est pas une maladie. C'est un matériau de travail pour regarder comment, ensemble, nous produisons ensemble de l'effectivité, de l'efficience. Comment l'assurance maladie, qui aujourd'hui est en pleine négociation pour réinventer le modèle de reconnaissance financière, et pas simplement prolonger ce qu'était le système conventionnel, va reposer le sujet différemment. Ben, ça fait en effet partie des priorités pour nous. Tout ce qu'on essaye de faire avec nos amis du ministère de la Santé, c'est sur les différents champs, en effet, d'identifier les bonnes organisations de soins, les bons modes de coopération entre professionnels qui permettent à la fois d'améliorer la qualité de la prise en charge de nos assurés, d'améliorer leurs conditions de travail, et puis en effet d'éviter des dépenses inutiles, une mauvaise utilisation du système. Et finalement, les deux sujets qu'on est en train d'ouvrir là en négociation répondent, je crois, à cet impératif. Je m'éloigne 2 minutes du champ du transport sanitaire. On a engagé une négociation avec les médecins et d'autres professions paramédicaux sur l'exercice coordonné et la prise en charge des soins non programmés. Comment on peut finalement avoir une réponse de ce premier recours, du premier niveau, plus efficace, plus coordonnée pour éviter des passages aux urgences inutiles. Voilà, il y a un consensus là-dessus. Les gens sont assez allants pour y aller. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'organisation territoriale ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les médecins généralistes, entre eux, avec d'autres professions, s'organisent pour dire « je partage mes agendas, je suis plus accessible à mes assurés de façon non programmée » et ça évite des passages aux urgences. Donc ça, c'est moi une de mes priorités pour les 2 prochains mois de négociation.
Et d'une certaine manière, on va y venir, et Katia Julienne l'évoquait à l'instant, le transport, le TUPH, c'est exactement la même chose. Comment on trouve les organisations territoriales, la bonne sectorisation, le bon positionnement du coordonnateur ambulancier, la bonne définition des règles du jeu, les bonnes incitations pour que voilà, on puisse avoir des systèmes de garde adaptés aux besoins, qu'on puisse avoir la sortie des véhicules au bon moment, que quand il n'y a pas de besoin, on n'ait pas besoin de payer des gardes pour ne pas sortir, qu'on n'ait pas besoin de payer des carences quand ce n'est pas justifié. Donc c'est exactement la même chose. Toute la difficulté, et pourquoi c'est compliqué, c'est que il y a généralement un assez bon consensus sur le constat, le diagnostic, et puis après, il faut rentrer ouvrir le capot, pas seulement sortir la calculette, c'est essayer de trouver les bonnes organisations pour que les acteurs territoriaux s'y retrouvent et que ça marche. Donc c'est exactement ce qu'on a commencé à faire. Parce que c'est une réforme qui est engagée, on le sait depuis, vous parlez d'impatience, il y a un peu d'impatience sur ce sujet-là, et je le comprends, et on le comprend, je crois, avec Katia. Mais voilà, clairement, c'est typique de ce qu'on essaye de faire. C'est pas des économies qui viennent d'une baisse tarifaire ou qui viennent d'une mesure unilatérale. C'est une nouvelle organisation qui permet de mieux utiliser les ressources de l'assurance maladie. Et ça, honnêtement, pour nous, c'est gagnant-gagnant, parce que généralement, c'est gagnant pour les professionnels, parce qu'ils mobilisent mieux leurs ressources, et pour nous, on a une dépense d'assurance maladie qui est plus efficace et mieux maîtrisée. Pardon d'être pugnace. Parlait des hospitalisations évitées. Comment la CNAM aujourd'hui travaille, ou la DGOS, sur la mesure de ces hospitalisations, de ces venues qui engorgent les urgences, de ces déplacements qui sont inutiles, qui font courir des risques, qui ouvrent des dépenses et font courir des risques de maladies nosocomiales, par exemple. Il y a un certain nombre aujourd'hui, mais comment allez-vous mesurer ces transports, ces hospitalisations évitées, si on fait correctement la téléexpertise qui est appelée de vos voeux? Alors, des données, on en a sur l'activité des urgences, et François Braun l'a peut-être évoqué hier, et on voit depuis des années une croissance continue du nombre de patients admis dans les services d'urgence. Et on constate aussi que chez ces patients, tous ne nécessitent pas une prise en charge dans les services d'urgence. Ça, c'est constant. Et ce que disait Thomas Fatome tout à l'heure, et sur quoi nous travaillons ensemble, y compris avec les médecins généralistes et les urgentistes, c'est la mise en place d'un nouveau service d'accès aux soins, dans lequel nous croyons beaucoup, pour lequel nous savons que des projets pilotes existent, qui vont nous permettre de coordonner cette prise en charge et d'organiser une régulation médicale partagée entre médecins généralistes et urgentistes, qui permettent de déterminer quelles sont les plages horaires qui vont permettre cette prise en charge, en évitant que le patient n'aille aux urgences précisément. Personne n'a envie d'aller aux urgences, il faut que les gens aient des alternatives. Ça, c'est très important. Je crois beaucoup dans ce projet. Nous savons que certains projets pilotes existent. Et c'est un sujet prioritaire pour nous aussi. Et donc ça, je pense que cela peut évoluer très très vite. En tout cas, c'est notre souhait. Et je sais que dans plusieurs régions, j'ai Grand Est en tête, l'Occitanie, mais pas seulement, il y a des projets qui doivent nous permettre d'améliorer cette organisation et de permettre à un patient d'être pris en charge, soit si besoin par les services d'urgence, ou si pas nécessaire, par un médecin généraliste, soit parce que son médecin n'est pas disponible, mais que d'autres médecins le sont, ou soit parce qu'il n'a pas de médecin traitant et qu'il doit être pris en charge. Et si vous déroulez la chaîne, on arrive aussi aux transporteurs, et là aussi les transporteurs doivent trouver leur place dans cette organisation avec les services d'urgence et d'autres services, et ça c'est très important. C'est pour ça que je parlais de poupée russe tout à l'heure. Nous devons faire évoluer nos organisations en pensant simultanément à tous les acteurs de la chaîne. Quand vous entendez ça, les deux présidents, ça vous génère quel type de réaction? Alors avant de parler de réaction, parce que le but de la table ronde c'est l'ambulancier d'après, on va faire juste un zoom sur aujourd'hui. Je voudrais apporter deux rectificatifs. Le premier pour M. Fatome. Vous parlez de M. Fatome en disant l'homme à la calculette, certes, mais c'est l'homme d'écoute aussi, et qui est capable de prendre l'ensemble de l'environnement, et on se connaît depuis pas mal de temps, et je peux affirmer cela. Madame Julienne, vous avez dit, et là je vais l'appeler de mes voeux, on ne travaille pas en chambre, on travaille de façon collective. Oui, sur le plan national. Et pour réussir cette réforme que nous attendons tous sur l'urgence hospitalière, j'appelle de mes voeux que ce travail qui est fait collectivement sur le plan national
soit fait aussi dans les départements. C'est-à-dire que d'associer l'ensemble des partenaires, qui soient assurance maladie, ARS et transporteurs sanitaires, dans ce travail-là. Et je pense qu'on aura un véritable avancée. Voilà ce que je voulais dire juste sur ce point d'actualité, parce qu'il était important. Et vous l'avez tous dit tout à l'heure, si nous n'avions pas eu la réactivité, certes à l'image de la réactivité des ambulanciers sur le terrain, parce que si nous n'avions pas été cet acteur primordial, les gens ne seraient pas décarcassés pour nous aider. La réactivité a permis de sauver l'intégralité des entreprises. Et en vous écoutant, je voudrais remercier François et Jean-Luc pour tout le travail qu'ils font au quotidien dans l'urgence hospitalière, parce qu'on voit bien que tout ce qui a été cultivé au fur et à mesure du temps est en train de se produire. Et c'est cette réaction-là qui est forte. Certes, il y a eu ce travail de François et de Jean-Luc, mais aussi le travail de l'ensemble des entreprises sur l'ensemble du territoire qui se sont levés comme un seul homme, sans se poser des questions financières, mais ont répondu à l'intérieur. Et donc ça a été primordial. Et heureusement que vous nous avez fait confiance, vous avez suivi, et votre réactivité a permis de sauver l'ensemble des entreprises. C'est ce que je vraiment voulais dire en début d'approche. Alors, moi, dans un premier temps, déjà, je tenais à vous remercier de votre présence, parce que par les temps actuels, c'est quelque chose de compliqué. Et le fait que vous ayez fait l'effort d'être là avec nous aujourd'hui permet de montrer à tout le monde l'intérêt que vous portez aux travaux communs que nous essayons de construire. Donc voilà. Ensuite, je vais reprendre une observation que vous avez faite tous les deux en ce qui concerne la période passée et cette crise 1 du Covid, on va dire. Où effectivement, on s'est rendu compte que les ambulanciers ont réussi à faire des choses assez extraordinaires et ont su répondre présent sur le terrain. Je crois que ce qui a été différent, c'est qu'on a raisonné différemment. Alors, on n'est pas habitué, nous, les entreprises privées, d'habitude, on calcule d'abord et on fait après. C'est comme ça, en privé, en principe, que ça fonctionne. Et là, on était face à une crise qui avait une ampleur différente, et je crois qu'on a réagi autrement. On a fait d'abord, sans spécialement calculer, et ensuite, derrière, et vous nous avez suivis, c'est ça qui a été extraordinaire aussi, c'est qu'après on a calculé ensemble, on a essayé de trouver ce qu'il fallait pour faire le joint pour que l'activité continue. Mais je pense que là, c'est une leçon importante à tirer, parce que à partir du moment où on commence à raisonner par l'activité, par ce qu'on fait, après, on essaye de trouver, et là c'est un travail commun que nous devons faire, de trouver les financements qui vont correspondre aux actions que nous menons. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est que, et c'est ce qu'on a découvert à travers cette crise, les ambulanciers, en réalité, on ne fait pas que du transport, loin de là. En réalité, on fait des actes, et on fait pas mal d'actes différents. Ça peut être des actes administratifs, des actes de conseil, des actes de relevage, des actes de bilan, des actes de transport aussi. Mais voilà, et je crois que les ambulanciers, et c'est pour parler de l'ambulancier de demain, c'est une notion importante à prendre en considération parce que on peut dire maintenant que l'ambulancier, c'est plus un transporteur sanitaire, c'est quelqu'un qui fait des actes, qui peut même aller jusqu'à faire des actes de soins de secouriste, de soins de première intention. Parce que des fois, je prends un exemple un peu trivial, mais mettre un sparadrap, c'est mieux que d'emmener quelqu'un aux urgences. Et ça, même un ambulancier peut le faire. Et c'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut qu'on essaye d'avancer pour qu'on puisse construire quelque chose qui soit à la fois cohérent par rapport aux besoins de nos concitoyens, qui soit cohérent aussi par rapport à la gestion du temps médical, parce que plus on arrivera à gérer le temps médical, plus on sera pertinent. Et plus vous pourrez, de part et d'autre, gérer mieux, optimiser et faire des économies, moins fatiguer aussi les hommes, parce qu'à un moment, et on s'en est rendu compte pendant cette crise, le problème humain, le matériel humain, c'est quelque chose de compliqué, ça s'use aussi, donc il faut aussi en tenir compte. Et je pense que on en cherché dans des pistes de ce type-là, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. En fin de compte, quand on fait, et que peut-être qu'on cherche après, ou qu'on fait d'abord, on peut peut-être avancer plus vite. On revient toujours sur les mêmes fondamentaux. C'est quand c'est chaud dans la crise, l'enjeu premier engage l'action et l'intelligence collective est là. Malgré la complexité de la spécificité de chaque territoire,
et la complexité du maillage entre des entreprises ayant des structures de fonctionnement extrêmement différentes et pourtant appartenant au même métier. Vous appelez les uns et les autres que cette confiance née pendant la crise perdure. De l'extérieur, je crois que vous y arriverez si le « nous » que vous avez utilisé tout à l'heure, nous possédons les données, c'est pas simplement la DGOS ou c'est pas simplement la CNAM, mais c'est cette plateforme de réflexion. Et donc je viens de malignement utiliser deux mots, plateforme et data. C'est votre bien commun. On l'a vu tout à l'heure dans la table ronde précédente, c'est parce qu'on connaissait précisément les faits objectifs dans un observatoire que l'on a pu, à un moment, se mettre d'accord sur un 86-89% pour pouvoir prendre une décision qui était organisationnelle, économique, circonstanciée. Pour moi, une des questions vitales sur l'ambulancier d'après, c'est, on le voit aussi dans la banque, l'open banking, les banques obligées de s'ouvrir, de donner leur data au reste du monde, c'est le courant, c'est la tendance générale qui va amener des plateformes de services de confiance, numériques de confiance. Et donc la question est, qui va posséder ces datas demain? Parce que ça participera du capital des entreprises demain. Donc, quelle est votre vision sur le partage des données, la constitution de données communes pour pouvoir forger des diagnostics communs? Nous sommes en santé, je ne connais pas un médecin qui peut décider d'une thérapeutique en ayant fait l'économie du diagnostic. On ne peut pas ne pas faire des diagnostics communs. Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir vous mettre ensemble dans la situation de diagnostic commun? Je démarre et je ne doute pas que Katia complétera. On a la chance à l'assurance maladie d'avoir beaucoup de données. C'est une réalité. En se disant aussi qu'il y a des choses qu'on n'a pas, parce qu'évidemment on a des choses sur les remboursements, mais l'état de santé, les résultats des examens, etc., par définition, appartiennent aux professionnels. Donc, bon. Mais on sait dire beaucoup de choses à partir de nos données. Et je crois que c'est une posture qui ne date pas d'aujourd'hui. On souhaite partager le plus possible ces données avec les professionnels, et même au-delà, parce qu'on n'a rien à cacher, parce que ces données ne nous appartiennent pas, fondamentalement. On en est les producteurs, on a investi pour construire des systèmes d'information, etc. Mais ce sont des données qui appartiennent à nous tous et à chacun d'entre nous. Et donc, en tout cas, moi je considère que la discussion avec les professionnels, elle doit s'appuyer sur l'ouverture la plus large possible de nos données, y compris pour partager un diagnostic, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les dépenses évoluent dans tel sens ou pas, quelle est la structure de l'organisation, quelles sont les disparités territoriales. Et ça, on a déjà eu l'expérience et deux premières séances de discussion que j'ai pu avoir avec les syndicats de transporteurs depuis le début du mois de septembre. Je ne dis pas que c'est à livre ouvert, mais presque. Enfin, encore une fois, on n'a rien à cacher. Et par ailleurs, on a aussi pu échanger sur vos données au travers d'une visibilité sur la réalité économique, y compris difficile dans la période actuelle. Et pour nous aussi, ça nous permet de confronter. Donc on n'est pas toujours d'accord, sinon ça serait pas drôle. Et puis voilà, il faut bien justifier son salaire. Mais plus sérieusement, voilà. Moi, je suis très à l'aise avec ça et je pense que l'époque où chacun était assis sur ses données en disant c'est les miens, c'est les miennes et puis peut-être qu'on ouvrira, peut-être qu'on facturera, etc. C'est derrière nous. Et si nous on le fait pas, d'ailleurs d'une manière ou d'une autre, d'autres le feront, les GAFA, d'autres pays, etc. Donc nous on veut essayer d'être le plus ouvert possible. Parce qu'on pense encore une fois que c'est en partageant le plus possible un diagnostic qu'on est efficace. Mais Katia le dira peut-être mieux que moi. Ce qu'on essaie de faire sur le TUPH, c'est bien aussi de partir de diagnostics étayés, chiffrés, territorialisés, de dire finalement l'organisation telle qu'elle est, la sectorisation, la réalité des activités, elle aboutit à quelque chose qui ne marche pas. Et c'est à partir de cette exploitation des données transparente que nous, on veut essayer d'avancer. Et ça, c'est une ligne de conduite qu'on va continuer à suivre dans les prochains mois et les prochaines années.
Oui, tout à fait d'accord. Et comme le disait Thomas, la réforme que nous travaillons ensemble, elle s'appuie sur des données. C'est-à-dire qu'effectivement, nous savons, par exemple, que dans 10% des secteurs en France actuellement, il y a moins d'une intervention sur 24 heures. Enfin, ça nous interpelle. Et pour tirer le fil, on ne conduit pas d'évolution d'un système sans partager le diagnostic, le discuter. Ça ne veut pas dire effectivement que nous sommes toujours d'accord, mais ça veut dire que nous devons trouver ensemble un consensus pour faire évoluer nos organisations en partageant ces données. Et puis il y a d'autres sujets aussi, c'est que il nous manque aussi parfois des données. C'est-à-dire que nous devons partager celles dont nous disposons pour travailler ensemble. Et après, je pense au champ de la qualité, nous sommes encore assez pauvres en données. Et ça ne vaut pas que pour les ambulanciers, ça vaut pour toute la chaîne du système de santé. Et là, c'est un chantier qui nous interpelle tous et sur lequel nous devons travailler ensemble. Et ça, c'est très important aussi. Donc moi, je trouve que c'est finalement, c'est le nerf de la connaissance, donc c'est le nerf de ce qui sous-tend toutes les actions que nous développons ensemble. Et quand je dis nous, vous avez raison, je dis c'est un nous collectif. Moi, je ne crois pas aux évolutions que l'on fait tout seul, je ne crois pas au travail en chambre, je ne crois pas à un jardin à la française. Je pense que nous devons utiliser aussi ces données pour mettre en œuvre des dispositions différentes. Et j'entends ce que dit Thierry Schifano, il faut aussi qu'on regarde territoire par territoire pour regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et pourquoi aussi. Et par ailleurs, ces données, ça nous permet aussi de suivre l'efficacité de ce que nous mettons en œuvre, parce que nous construisons un nouveau système sur la base de ces données, en tout cas c'est notre ambition collective en ce moment, mais derrière, il nous faudra regarder régulièrement, concrètement, comment ça se passe et quelles conclusions nous en tirons collectivement aussi, qui peuvent être de nature variable, organisationnelle, juridique, financière. Ça fait partie de l'évolution que nous devons conduire tous ensemble. On est quand même, me semble-t-il, dans un fonctionnement de données descriptives dans lequel on regarde comment ce qui s'est passé dans le passé apparaît dans des chiffres. Je ne vois pas trop le pilotage en temps réel des chiffres tels qu'ils apparaissent, parce que la traçabilité rentre dans ce partage des données, rentre dans un pilotage plus en temps réel. Je ne le vois pas, ça. Hein, c'est pas une critique, c'est une espérance. Hein. Oui. Non, mais Bruno, ça a été dit. Ce qui a été dit de façon très claire hier, c'est qu'on fait partie d'un SAS où chacun doit être responsable. L'assurance maladie a les données financières. L'ARS a les données d'organisation. Nous avons des données. Et c'est là où l'ambulancier d'après doit compter. L'ambulancier d'après, c'est pas celui-là qui va faire systématiquement des transports. Il est de nos ressorts de se doter aussi des datas, des organisations qui permettent d'aller dans cette transparence-là. Je vais faire juste un exemple. Le travail que Marc Basset et Maurice Wolf ont fait en ce qui concerne tout le plan économique. On en a remonté, on les a échangés, on les a construits. On ne vous a pas demandé, on n'a pas demandé à X personnes de faire notre travail. On est des hommes responsables, on est des entreprises dignes de ce nom et on vous l'a montré. Et c'est vrai que dans ce monde de nouveaux qui arrivent, on part avec une carte bonus qui n'était pas le cas dans le monde d'avant. Parce qu'on n'avait pas vécu ces crises-là, et pendant cette crise-là, on a démontré le sérieux, le dynamisme des entreprises. Donc ça mérite d'exister. Donc aujourd'hui, on a besoin de personnes, on doit se construire. Et je voudrais qu'on sorte du data et de ces éléments-là, parce que ça fait partie des éléments qui nous appartiennent, on a besoin de personne d'autre pour cela. Par contre, dans le monde d'après, et Katia, vous l'avez dit justement, et je vous en remercie parce que je me souviens de la première réunion qu'on a eue, François, dans votre bureau, où, en début d'année, on avait fait plein de critiques. Vous avez écouté, malgré le Covid, vous avez mis en place les démarches, et le fruit, c'est la réunion du 30 sur la formation, et je vous en remercie profondément. Mais maintenant qu'on va aborder ce dossier de formation, de parcours professionnel, il faut qu'on se positionne pour que l'ambulancier ne soit pas que le transporteur sanitaire. C'est un homme qui est capable de faire des actes, qui est capable de faire des éléments, peut-être sans transporter. Mais ce n'est pas gênant, du moment où on arrive à trouver des équilibres pour tous. Et les équilibres pour tous, c'est combien je suis capable de faire d'optimisation pour la dépense de l'assurance maladie, combien je fais de l'optimisation aux urgences ou en maison médicale, et où je me retrouve dans mes équilibres. C'est ça qui est important. Mais pour pouvoir le faire, il faut que nos collaborateurs aient un véritable parcours professionnel, qui aujourd'hui ne l'ont pas. Aujourd'hui, au mieux, il passe d'auxiliaire ambulancier en DEA, il pourra peut-être être régulateur, peut-être chef de file, mais ça s'arrête là. Alors qu'on a
avec cette vision de demain, un véritable parcours professionnel. On peut partir aujourd'hui de la formation, de l'apprentissage qu'on appelle de nouveau pour être attractif pour les jeunes. Et une fois qu'ils sont rentrés à l'intérieur, on va les attrayer, puisqu'on vous demande fortement d'inclure le permis de conduire comme un module du DEA, ça maîtrise cette formation-là, mais aussi de les former à toute cette technologie de demain. Parce que c'est là où on sera gagnant. Et ces approches-là peuvent se construire. Et je crois que sur le plan professionnel, ce parcours-là va être un moment pour amener les salariés avec nous dans ce travail-là. Et j'aimerais qu'on puisse échanger sur ce côté-là, si nous le partageons, pour voir comment on est capable d'être au rendez-vous que nous attendons collectivement. Et dernier point, je laisserai la parole à Dominique, c'est nous sommes des hommes responsables. Je ne demande pas au berger d'aller garder des vaches, je ne demande pas à l'ambulancier d'aller garder des vaches, mais moi je fais mon métier, lui fait le sien. Et là, faites-nous confiance. Et on le voit bien, dans la crise, c'est produit comme cela. On a échangé, on a construit, on a renversé et on a réussi. Soyons dans la même ligne. Alors, oui, on est déjà un petit peu aussi sur le sujet des plateformes là. Mais pour reprendre, alors je vais un tout petit peu rectifier ce que tu disais Thierry. On avait commencé à donner des données et à travailler avec des données avant la crise. Hein. On avait déjà un petit peu quand même. Donc même si, et je sais François qui fait des grands signes, on souffre beaucoup de manque de données dans le transport sanitaire. Je sais, voilà, je l'ai dit. Mais ces données, il faut qu'on les construise. Et là, je vous rejoins totalement. Il va falloir maintenant qu'on mette les outils en place et qu'on puisse les construire et qu'à partir de ce moment-là, on aura des éléments beaucoup plus clairs, on aura un éclairage, une lumière qui va s'allumer pour nous dire, voilà, il vaut mieux pratiquer de telle façon à tel endroit et faire telle chose à tel autre. C'est quelque chose qui va nous aider dans le sens-là, c'est sûr. Après, je pense aussi que Bruno essaie de faire allusion à des données... Alors, les données, c'est des données, mais elles n'ont pas toujours le même caractère, ou elles n'ont pas toujours la même utilisation. Et je pense que, et je vais faire le lien avec les plateformes, c'est qu'à un moment, ces données, elles peuvent être utilisées différemment. Dans le sens où elles peuvent être utilisées dans un aspect immédiat, et les GAFA le font régulièrement. Vous l'avez tous vécu sur votre téléphone portable, quand vous avez cherché une paire de chaussures sur Internet, pendant une semaine, dès que vous ouvrez une page, vous avez des publicités pour les chaussures. Donc, voilà, on est tous passés par là. Il faut faire attention aussi que ça n'arrive pas dans l'ambulance. Ça n'arrive pas dans la santé, globalement. Mais ça n'arrive pas aussi dans le transport sanitaire. Parce qu'à un moment, il y a une certaine déontologie, il y a un certain respect des données sur lesquels il faut faire attention. Donc ça, c'est un premier aspect. Ensuite, le deuxième aspect, et c'est celui qu'évoquait Thierry, je pense, c'est que, on va parler très crûment, il faut éviter l'ubérisation de la profession. Appelons un chat à un moment. Hein, on ne va pas tourner autour du pot. C'est-à-dire que mettre des outils en place, et je crois que vous avez compris qu'on était tout à fait disposés. Alors, les ambulanciers, depuis longtemps, travaillent avec l'assurance maladie, les premières télétransmissions, même la certification des flux, même si on le fait un petit peu moins maintenant. Mais on va peut-être en reparler. Mais voilà, ça fait des années qu'on avance dans ces choses-là. Donc on n'est pas du tout récalcitrant, on n'est pas... On essaie de ne pas être rétrograde par rapport à cet aspect. Par contre, il faut aussi faire attention. Et de toute façon, l'ubérisation, là aussi, soyons clairs. Le modèle économique de l'ubérisation, c'est pas un grand succès quand même. Hein. À l'heure actuelle, je pense que tout le monde a pu constater que même si ça fonctionne encore, ça coûte très cher aux investisseurs pour l'instant. Ça coûte un peu moins cher aux taxiteurs parce qu'ils sont un petit peu révoltés. Mais techniquement, le modèle économique, il n'est pas fiable. Donc voilà, là c'est allons-y, travaillons dans ce sens-là, ça va nous apporter plein de choses, soyons prudents sur ce qu'on fait, de façon à la fois préserver le bien-être du patient, préserver une certaine confidentialité. Et moi, je voudrais conclure encore sur le sujet, tout simplement pour un truc très simple, mais ça va nous aider beaucoup, mais ça ne remplacera jamais le lien d'empathie, le lien humain, le lien professionnel de l'ambulancier avec son patient. Et ça, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qu'il faut défendre. Ce que j'entends, c'est que vous dites tous les quatre la même chose. La totalité des informations, vous les possédez. Mais pour le moment, elles ne sont pas mutualisées. Elles ont servi parfois à discuter, souvent à négocier. Pour le moment, elles ne servent pas à prendre des décisions ensemble, autant qu'elles devraient. Et je ne vois pas encore pour le moment dans vos échanges un engagement ou un processus qui mène à ça.
C'est juste peut-être parce que j'entends mal. Les éléments sont possédés. Il n'est pas possible aujourd'hui de prendre le risque que des tiers, des plateformes numériques de confiance, viennent produire la destruction de valeur qu'on a vue ailleurs, c'est-à-dire détricoter le maillage territorial. Vous disiez tout à l'heure, c'est votre rôle de protéger ce bien collectif. Comment s'y prendre pour ne pas laisser passer toutes les plus-values de ce qu'amène la technologie, la gestion de ces datas intelligentes, collectives, l'intelligence artificielle, la capacité à projeter, à simuler ce que seront les économies de santé lorsqu'on abolira certains transports grâce à la téléexpertise. D'une part, ça remplit la feuille de route de l'ambulancier. D'autre part, ça permet, et on ne peut pas faire sans ça, de construire le modèle économique qui va avec. Donc pour le moment, la question tourne autour de comment occuper ce terrain pour éviter que des tiers bien intentionnés viennent désintermédier les transporteurs sanitaires, des donneurs d'ordre, et finalement secouer ce maillage territorial dont on a tellement besoin. Mais juste, les datas, c'est important, hein, je suis d'accord, et encore une fois, la ligne stratégique, j'ai essayé de la donner, ouverture, partage, des diagnostics, des projections, des simulations, d'essayer d'être le plus transparent possible. Après, la meilleure réponse pour éviter les risques, vous parlez d'ubérisation ou d'émission d'autres acteurs, c'est de montrer collectivement que les professionnels, l'assurance maladie et le ministère, on est capable de transformer les organisations, les adapter, de répondre à la demande des patients, à la demande des professionnels, des prescripteurs, des hospitaliers, etc. Je veux dire, moi je ne vais pas faire de démagogie, mais je vais dire une chose simple. Je suis arrivé le 17 août, première négociation que j'engage, c'est avec les transporteurs sanitaires. Bon, alors le calendrier tombait bien, voilà, mais j'aurais pu dire, bon, bah, on va attendre 2-3 mois, on va faire le point, je vais regarder, etc. Ça m'arrivera peut-être dans cette négociation comme dans d'autres de prendre du temps, parce que le temps est un élément de négociation, mais je ne l'ai pas voulu. Pourquoi? Parce qu'on a des beaux chantiers à engager, parce qu'ils sont attendus depuis longtemps, parce qu'on a une situation économique difficile, parce qu'il y a des revalorisations à la clé, et parce qu'on veut avancer ensemble. Donc la meilleure façon de montrer qu'on ne laisse pas entre guillemets, d'autres acteurs, prendre des parts de marché, etc., c'est de produire ensemble des accords conventionnels, des nouveaux modes d'organisation. On a beaucoup parlé du transport en urgence, si on y croit ensemble, côté, entre guillemets, pouvoir public, je crois avec vous, c'est bien parce qu'on pense que ça va améliorer le système. Et voilà, donc si demain on a des transports bariatriques mieux rémunérés quand ils sont pertinents, si on a demain des transports partagés mieux organisés avec du gagnant-gagnant, je pense que ça montrera qu'on sait s'adapter. Et puis quelque part, il faut être clair aussi, si on ne se transforme pas suffisamment vite, si on laisse les choses quelque part suivre leur évolution tendancielle, à la fin des fins, au bout d'un moment, ça pousse toujours à prendre des décisions brutales ou fortes ou autres et qui sont mal comprises. Et c'est pas comme ça qu'on veut travailler. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je veux travailler pour le coup dans le dialogue qu'évoquait aussi Katia avec les deux présidents évoqués. Et donc là, au-delà d'un partage des données important, la clé, c'est la dynamique de la discussion, c'est de signer des accords et de permettre d'accompagner les professionnels sur le terrain. Peut-être juste pour dire, bien sûr, je partage totalement, et c'est la raison pour laquelle la réforme des transports sanitaires urgents nous tient tant à cœur, parce que nous y croyons beaucoup, et nous pensons qu'elle va consolider la place des ambulanciers. Enfin, je ne peux pas le dire mieux. Vous avez évoqué un type de phénomène. Nous savons tous qu'il y a aussi d'autres tensions dans la situation actuelle avec d'autres acteurs. Donc cette réforme, ça doit nous permettre de replacer chacun dans son rôle et de consolider celui des ambulanciers. C'est vraiment je ne l'aurais pas mieux dit. Très bien. Oui. Oui. Moi, ce que je voulais aussi dire, c'est que malgré tout le travail que nous faisons collectivement, si notre corporation ne suit pas ce mouvement-là, on ira vers cette ubérisation, on ira vers ces éléments-là. Et le vrai choix qu'on devra faire, c'est est-ce qu'on souhaite être un loueur de véhicules ou un organisateur? Vous avez bien compris que notre volonté est de devenir organisateur. Et je crois qu'on a 2 terrains d'expérimentation qui vont pouvoir le démontrer. La réussite, et on n'a pas droit à l'échec
dans cette réforme de l'UPH. C'est pour ça qu'on sera un peu difficile sur certaines positions, parce que c'est notre croyance et on pense que ce qu'on va vous proposer peut réussir, surtout qu'on l'a mis en place dans des expérimentations et on l'a vécu pendant la crise. Et aussi sur le transport partagé, qui est un élément sur lequel on peut pousser et on doit y arriver. On voit aujourd'hui la difficulté des entreprises, parce que vous l'avez dit, M. Fatom, lors de notre première réunion, et vos équipes l'ont confirmé, on a récupéré 93-94% de l'activité. Mais l'activité qu'on a récupérée n'a aucune rentabilité. Énormément de transports Covid en ambulance, mais qui nous prennent un temps énorme, pratiquement 1 heure, 1 heure et demie de plus par mission. Et les transports que nous faisions en transport partagé, qui est porté un ballon d'oxygène, ne sont plus au rendez-vous. Donc, je ne vous parle pas de la qualité pour le patient. C'est pour cela qu'il faut vraiment que nous puissions, sur ce point-là, si on veut réussir nos engagements, travailler sur un protocole de transport partagé en période de Covid ou de marche, parce qu'à nous de nous organiser pour cela. Et ça, on doit pouvoir le réussir. Mais je pense que sur ces 2 chantiers, et sur les autres qu'on pourrait aussi avoir, c'est des modèles de réussite. Et vous montrer que la profession d'après, l'ambulancier que nous voulons, n'est pas qu'un gars qui pense au transport, il pense à l'organisation, à la mutualisation et à la responsabilité. Et j'ai bien aimé les propos de M. Braun hier, en disant « chacun doit être responsable de ses actes ». Et nous en prendrons la responsabilité et nous l'assumerons jusqu'au bout. Alors, je voudrais juste conclure sur une image. On a parlé d'actes, on a parlé de télémédecine, on a parlé de tout ça. Moi, j'aimerais juste qu'on garde une image pour conclure, parce que je m'étais adressé à vos services. On sait que, notamment, certains autres opérateurs ont été sollicités pour faire des tests par rapport au Covid, notamment. Et je m'étais rapproché de vos services en disant, écoutez, les ambulanciers, ils ont les capacités aussi de faire ce genre de choses. Alors, moi, ce que j'aimerais, parce qu'on est dans l'ambulancier d'après, c'est l'image d'un ambulancier avec un appareillage qui soit du niveau d'un cabinet libéral, peut-être même un peu plus pertinent grâce à la télémédecine, et qui puisse aller dans n'importe quel endroit de France avec un lieu aseptisé où il peut recevoir un patient pour faire des examens et faire que la médecine avance correctement et à moindre coût. Dans la table ronde d'hier sur les UPH, vous devez partir à quelle heure? 11h30. Bon, on va conclure. Il a été dit plusieurs fois, il faut qu'on pose des modèles dans lesquels on croit, mais il faut savoir les ajuster face à la réalité. Comment proposez-vous justement de mettre un dispositif, sur quel sujet allez-vous commencer par poser un modèle et le faire évoluer? Sur quel sujet concret? Celui que je cite beaucoup depuis ce matin, c'est la réforme du transport sanitaire urgent. Voilà, pour le coup, c'est vraiment ma préoccupation majeure du moment. Enfin, pour le dire très simplement, c'est ma priorité. Avec celle des professionnels, enfin, de la réforme de la formation, etc. Ce sont les 2 chantiers sur lesquels nous travaillons d'arrache-pied en ce moment et qui me semblent les plus urgents. Il y en a d'autres. Le transport partagé, on en a parlé tout à l'heure. Il faut qu'on regarde ensemble ce qu'il nous est possible de faire sur un plan sanitaire, en fait. Donc, ça fait aussi partie de nos urgences. Donc, si je devais résumer, pour moi, ce sont les 3 sujets les plus urgents en ce moment. Ok. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette table ronde? Vous repartez avec quoi comme idée en disant tiens, j'ai bien fait de venir parce que voilà, j'y ai pris cette idée-là? J'ai bien fait de venir parce que d'abord j'aime toujours échanger avec vous et j'ai besoin aussi d'avoir l'ensemble de la salle aussi, puisqu'on ne se voit pas très fréquemment, donc c'est déjà un plaisir. Et puis après, ça nous permet aussi, en tout cas moi ça me permet, de repérer quelles sont les priorités de la profession du moment et de vérifier que nos urgences sont bien les vôtres. C'est dit simplement, c'est très important pour nous et ces échanges sont fondamentaux pour ça. J'ai écouté la fin de la table ronde précédente qui m'a beaucoup plu sur la question de la posture, sur la simplification. Donc ça aussi, je le dis, ça fait partie des choses que l'on entend. Mais j'ai une confidence, on se parle quand même souvent. Donc voilà. D'accord, merci. Thomas Fatom, pour vous, quel est l'intérêt de cette table ronde? Quel est l'aspect avec lequel vous repartez? Vous dites, tiens, ça... Je vais pas dire la même chose que Katia. Je pense que c'est toujours indispensable dans nos métiers de ne pas rester dans nos bureaux, une négociation
voilà, entre guillemets, entre nous. Il faut aller au contact, aller à l'écoute, essayer de sentir un peu voilà, même si c'est toujours trop court. Mais et voilà. Et moi, je suis toujours motivé pour répondre à des invitations de partenaires avec qui on négocie et on signe des conventions. Encore une fois, je le dis, j'en suis convaincu depuis longtemps. L'action de l'assurance maladie, mais c'est l'action d'autres acteurs dans d'autres domaines, et le ministère le pratique aussi. Elle est d'autant plus forte qu'elle s'appuie sur un partenariat avec des professionnels et leurs représentants. Je veux dire, au bout d'un moment, on peut se dire on n'en a pas besoin, mais au bout d'un moment, on prend la vague dans l'autre sens et ça marche pas. Donc voilà, être à l'écoute et en dialogue avec vous, pour moi, ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier des directeurs de caisse au niveau local. Et je leur ai dit dès mon arrivée que cette qualité de relation avec les acteurs que j'essaye d'entretenir au niveau national, il faut qu'il l'ait également au niveau local. La plupart l'ont, je crois. En tout cas, ils essayent de l'avoir. Et encore une fois, on ne cherche pas le consensus pour le consensus. Mais donc voilà, c'est pour moi toujours extrêmement fructueux d'avoir ces échanges. Merci. Monsieur le Président, un dernier mot. Non, mais je crois que c'est, en fin de compte, une table ronde qui image un petit peu les travaux et tout ce qui se fait au quotidien. Je répète, hein, voilà, on voit l'importance de ce qu'on fait. Ça nous prend beaucoup de temps, c'est souvent long. Alors moi, j'aurais juste une question à poser. Mais à la limite, je vous laisserai encore y réfléchir si vous ne pouvez pas m'amener de réponse tout de suite. Mais vous savez qu'on a, notamment dans le domaine conventionnel, des délais d'application qui sont très longs et qu'on a des mesures à prendre rapides. Donc ma question, c'est, est-ce que on était avec un politicien qui vous connaissait hier, il nous a dit « je suis un peu roublard ». Donc, est-ce que vous avez des solutions pour qu'on puisse éventuellement s'abstenir de ces délais d'application, notamment pour l'urgence préhospitalière? Parce que je crois que c'est quelque chose... Oui, pour tout, Thierry, t'as raison. Je suis trop gentil, ouais, je sais. C'est mon défaut, merci. T'as raison. Mais c'est vraiment un problème vraiment sérieux, puisque ça nous fait perdre quasiment une année ou une grosse demi-année avant les mises en application. Et c'est vrai que ça, c'est un problème sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Voilà. Vous savez, ce qui fait notre richesse, c'est notre complémentarité. Et je vais en remettre une louche. C'est que si on ne trouve pas la solution, soit par le CIR, soit par un raccourcissement des délais, ce qu'on fait ne sert à rien. Puisque lorsqu'on a vu nos visions pour 2021, on ne sera pas au rendez-vous. Et on ne pourra pas relever encore la manche comme on a su le faire sur la première vague, parce qu'on était dans cette lancée-là. Là, les entreprises sont essoufflées. Il faut vraiment, à titre exceptionnel, qu'on trouve cet accompagnement. Ça, c'était pour la complémentarité avec Dominique. Mais moi, ce que je retiens de cette table, c'est qu'elle était à l'image de nos discussions qui existent au quotidien. Et là, on est sur l'estrade que nous, en tant que représentants et présidents et directeurs, mais il y a aussi tout le travail qui est fait dans vos services. Et je pense à Elsa, je pense à Delphine, mais je pense aussi à Claire et à Franck, qui construisent aussi tout cela, mais aussi les techniciens qui sont de notre côté et qu'on ne voit jamais. Je pense à Marc, je pense à Maurice, je pense à François, je pense à Olivier, je pense à Pierre-Yves. Et c'est tout ce temps qui est donné aux constructions pour pouvoir le faire. Et ça, c'est grâce aussi à vous, grâce aussi au travail que vous avez su faire pendant la période de Covid et qui a pu marquer cet ambulancier de demain. Voilà ce que moi je voulais dire en conclusion. Je vous propose d'applaudir. Merci. Eh bien, bonne visite des stands et on se retrouve cet après-midi à 14h30. Eric, tu me coupes? Ouais, très bien.